Le Fil Info. Et c'est Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. La Saskatchewan veut augmenter sa production pétrolière de 25 %. Le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué mardi qu'il allait prendre des dispositions pour augmenter de 25 % la production pétrolière de la province, une décision qui inquiète cependant des défenseurs de l'environnement. Pour atteindre son objectif, le gouvernement saskatchewanais compte sur un programme de forage de puits multibranches. Selon la province, ce programme devrait créer un régime de redevances compétitif et encourager l'utilisation des puits de pétrole horizontaux tout en attirant plus d'investisseurs dans la province. Le ministre provincial des Ressources naturelles, Jim Reiter, a mentionné que cette technique innovante permettra d'accroître la production de pétrole de 25 % pour atteindre 600 000 barils par jour. À travers ce programme, un seul puits aura accès à une plus grande partie du gisement pétrolier. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles estime que ce plan permettra de forer entre 100 et 200 puits supplémentaires par an. La présidente de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, Lisa Béton, salue cette annonce provinciale. Si cette annonce réjouit l'industrie pétrolière, elle alarme les défenseurs de l'environnement. Peter Pribble, membre du conseil d'administration de la Société environnementale de la Saskatchewan, affirme que le gouvernement de la Saskatchewan continue d'ignorer les effets du changement climatique malgré les conséquences visibles. Il rappelle que la province a connu une saison de feux de forêt dévastatrice l'année dernière avec 494 incendies et 1,9 million d'hectares de terre qui ont brûlé. Peter Pribble est exaspéré de voir que le gouvernement provincial continue d'ignorer ces réalités. Il estime que le gouvernement de la Saskatchewan ne prend pas au sérieux le changement climatique qui constitue une menace majeure pour l'avenir de la civilisation humaine. La Saskatchewan est la deuxième province productrice de pétrole au Canada. C'est une industrie qui soutient plus de 26 000 emplois, comme l'affirme le gouvernement saskatchewanais. Le Manitoba lance une nouvelle stratégie de soutien pour les victimes d'agressions sexuelles. Des défenseurs saluent la stratégie provinciale que le gouvernement du Manitoba met en œuvre pour mieux soutenir les victimes d'agressions sexuelles. Plusieurs d'entre eux affirment qu'il y a des besoins criants pour ces services dans les communautés rurales et dans le nord de la province. Cette stratégie sera développée au cours de la prochaine année et s'inspirera du travail du programme de personnel infirmier spécialisé dans le traitement des victimes d'agressions sexuelles dans les organismes communautaires et dans les hôpitaux de Winnipeg, selon Uzuma Asagwara, ministre de la Santé. À Brandon, le Centre de ressources pour femmes est une des seules agences qui ont du personnel qualifié pour gérer les problèmes liés aux agressions, selon Cara McCaskill, une employée du centre. Elle ajoute que c'est aussi le seul endroit dans l'ouest du Manitoba qui offre un programme de consultation aux victimes d'agressions sexuelles et qu'il y a un manque constant de place dans ce programme. Selon Statistique Canada, le Manitoba est la province qui a enregistré le plus grand nombre d'agressions sexuelles signalées à la police dans les régions rurales en 2021, avec 170 cas signalés sur 100 000 habitants. Cara McCaskill ajoute que souvent, les survivants d'agressions sexuelles se sentent seuls à cause du manque de soutien et de soins. Coral Kendall est la directrice générale du centre Survivor Hope Crisis, qui offre des soutiens aux victimes dans la région d'Entre-les-Lacs et de l'Est. Bien que Survivor Hope offre des soins communautaires aux survivants grâce à un programme offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Coral Kendall indique que ce centre ne peut pas leur donner le même niveau de soins que ceux qui sont prodigués par le personnel infirmier spécialisé dans le traitement des victimes d'agressions sexuelles. Projet de loi 20, une menace pour notre société selon des municipalités de l'Alberta. Le projet de loi 20 déposé la semaine dernière par le gouvernement provincial continue de susciter des réactions en Alberta. Pour l'Association des municipalités de la province, le plan du gouvernement est inacceptable et menace la démocratie albertaine. Le projet de loi 20 qui modifie plusieurs éléments de 2 lois régissant les municipalités donne plus de pouvoir à la province face aux municipalités. La présentation du projet de loi la semaine dernière a suscité une levée de boucliers d'experts et de leaders politiques. Certains de nos membres craignent des répercussions s'ils sont ouvertement en désaccord avec le gouvernement provincial. C'est ce qu'a déclaré Tyler Gandam en conférence de presse lundi après-midi par rapport à un élément du projet de loi donnant à la province le droit de révoquer des élus et des règlements municipaux. Le président de l'Association des municipalités de l'Alberta a en outre affirmé que les Albertains sont les grands perdants de ce projet de loi car les bonnes idées qui vont à l'encontre du gouvernement en place seront
écrasés. À son avis, les éléments concernant le financement des élections sont également problématiques car ils ne feront qu'accentuer l'influence des syndicats et des entreprises dans le processus électoral albertain. Tyler Gandam juge néanmoins d'un bon œil la formation obligatoire des élus municipaux. Il semble y avoir un écart entre ce que les gens pensent pouvoir faire lorsqu'ils se présentent au conseil municipal et ce qu'ils sont autorisés à faire en vertu de la loi sur le gouvernement municipal. En conférence de presse lundi après-midi, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a indiqué que le pouvoir de révoquer un règlement serait utilisé dans des circonstances exceptionnelles et le nouveau Parti démocratique de l'Alberta, dans une seconde conférence sur le projet de loi 20, n'a pas non plus mâché ses mots. Ottawa étudie la demande de révision de la décriminalisation des drogues en Colombie-Britannique. La ministre fédérale de la Santé mentale et des dépendances, Yara Sask, confirme que les discussions sont en cours avec Santé Canada au sujet de la demande de révision de la décriminalisation des drogues formulée vendredi par la Colombie-Britannique. La ministre a ajouté qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la décriminalisation autorisée il y a un peu plus d'un an en Colombie-Britannique, dans l'espoir d'enrayer la crise des opioïdes et de limiter la stigmatisation des consommateurs. La Colombie-Britannique est devenue, au début de 2023, la première province au pays à décriminaliser la possession de petites quantités de drogue illicites dans le cadre d'un projet pilote de 3 ans autorisé par Santé Canada. Les adultes en possession de moins de 2,5 grammes de certaines drogues ne peuvent pour le moment ni être arrêtés ni être accusés. Quelques mois après son entrée en vigueur, des villes ont demandé à la province davantage de réglementation entourant l'application du projet. Des critiques venues des corps de police et du milieu de la santé ont aussi alimenté le débat. En octobre, la province a tenté d'introduire une loi visant à limiter la consommation de drogue dans les lieux publics, mais cette tentative a été bloquée par les tribunaux. Vendredi dernier, la Colombie-Britannique a finalement décidé d'adresser une demande au fédéral en vue d'interdire la consommation de drogue dans tous les espaces publics. Le chef du parti BC United et de l'opposition officielle en Colombie-Britannique, Kevin Falcon, a réitéré sa volonté de mettre un terme au projet pilote lundi. Durant la période de questions à Ottawa lundi, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a quant à lui accentué la pression sur le gouvernement Trudeau et a demandé que la Chambre des communes tienne un débat d'urgence sur la question. Le Conseil régional du mieux-être de Yellowknife rappelle à la communauté de Yellowknife au territoire du Nord-Ouest que ces réunions sont ouvertes au public et qu'elles représentent une bonne occasion pour les gens de se faire entendre et de faire part de ce qui doit être amélioré dans le système de santé et de services sociaux. Le Conseil fait partie du système de gouvernance de l'administration des services de santé et des services sociaux des territoires du Nord-Ouest. Les membres s'y réunissent pour discuter des questions importantes pour leur région et sont toujours à l'écoute des résidents afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs préoccupations en matière de santé et de services sociaux. Le président du conseil de Yellowknife explique que le conseil recueille l'avis des habitants pour façonner les services de santé et que la participation de chacun est importante pour que des plans d'amélioration puissent commencer à émerger de ces interactions. Nancy Trotter évoque la place unique qu'occupe le conseil régional du mieux-être dans le système qui lui permet de contribuer directement aux décisions de gestion. Elle souligne que le conseil est responsable devant le ministère de la Santé et des Services sociaux et donne des exemples de changements antérieurs influencés par les commentaires de la communauté lors des réunions du Conseil régional du mieux-être. Les déplacements à des fins médicales et l'accès aux soins de santé sont des préoccupations importantes soulevées lors des réunions avec l'espoir d'une amélioration à l'avenir. En ce qui concerne les retombées à long terme du Conseil, Nancy réitère son rôle d'organe consultatif représentant le public et s'efforçant d'engager efficacement auprès de la communauté. Les réunions régulières se tiennent généralement dans le centre de Yellowknife. La dernière s'est déroulée dans une salle du Northern United Place, mais il est possible de les suivre à distance par vidéoconférence. Un rapport note des lacunes importantes dans les données liées à la pauvreté au Nunavut. Le Nunavut se classe dans les premiers rangs au Canada en matière de pauvreté de sa population. Pourtant, le manque de données de base et de définitions claires en la matière empêche le territoire de cerner l'ampleur des besoins, conclut un rapport de l'Association des femmes inuites du Nunavut, Umutit, et de la Coalition de lutte contre la pauvreté Campagne 2000. Le rapport rendu public lundi prend la forme d'un bulletin de rendement qui vise surtout à donner une aperçu
aperçu de la pauvreté au Nunavut et des lacunes liées aux données sur le sujet. Pour mener cette analyse, les deux organismes se sont appuyés sur les données existantes en matière de pauvreté au Nunavut et sur les témoignages recueillis lors des 3 rencontres communautaires organisées à Iqaluit en février et en mars 2023. Parmi les principales lacunes soulevées, le rapport évoque l'emploi de multiples définitions pour décrire la pauvreté au Nunavut, le manque de statistiques comparatives par communauté et l'absence de données par catégorie comme le genre, l'âge et l'ethnicité. Selon le recensement de 2021, 35,8% des Nunavummiut de moins de 18 ans vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui représente près de 5000 personnes. La moyenne nationale se situe à 15,6%. Chez les Nunavummiut de moins de 6 ans, cette proportion atteint les 43,2%, tandis que la moyenne canadienne est de 16,1%. La députée territoriale de la circonscription d'Iqaluit-Sina, Janet Pitsiou-Lac-Brewster, souligne l'importance de pouvoir compter sur des données précises pour orienter la prise de décision et l'octroi de financement. La députée a plusieurs fois soulevé en chambre l'enjeu du manque de données, une problématique qui concerne plusieurs secteurs, dont la protection de l'enfance. Le rapport cerne également certaines lacunes du côté des données et des programmes relevant du gouvernement fédéral. Le fil sportif. Les Rebelles de Regina sacrées championnes canadiennes à la Coupe SO. Les Rebelles de Regina ont remporté la médaille d'or au championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans, la Coupe SO. C'est un premier titre canadien pour la formation reginoise à ce tournoi. L'équipe a vaincu le Storm de North York par la marque de 2-1 en finale pour se sauver avec la médaille d'or. Dans un communiqué de Hockey Canada, la joueuse originaire de Pilot Butte, Berlin Lulacher, a souligné que c'était un merveilleux moment à vivre. L'an dernier, son équipe n'avait pas participé à la finale et a dû se contenter d'une médaille de bronze. Ligue nationale de cross. Le Rush de la Saskatchewan exclut des séries. Les partisans du Rush y ont cru jusqu'à la toute fin, mais leurs favoris ont dû s'avouer vaincus en fin de match samedi. La formation saskatchewanaise s'est inclinée 12-11 contre les meneurs au classement, le Rock de Toronto, dans un match qu'elle devait absolument gagner pour espérer une place en série. Le Rush termine sa saison 2023-2024 avec une fiche de 8 victoires et 10 défaites. Le ramassage des canettes du Whiteout financera une nouvelle équipe de hockey féminin. À Winnipeg, des enseignants de l'école John Taylor Collegiate ont ramassé des canettes laissées derrière pendant les festivités du Whiteout et les utiliseront pour financer la mise sur pied d'une nouvelle équipe de hockey féminin. Après chaque fête du Whiteout au centre-ville de Winnipeg, les enseignants se sont mis à l'œuvre car les rues devaient être nettoyées et rouvertes pour être prêtes pour la circulation du matin à 6 heures. Les Jets sont éliminés en 5 matchs par l'Avalanche. Mikko Rantanen a marqué 2 buts en 3e période pour permettre à l'Avalanche du Colorado de se détacher des Jets de Winnipeg et de les éliminer en 5 matchs au premier tour des séries de la Ligue nationale de hockey mardi. Les Jets deviennent la première équipe canadienne éliminée des séries après 4 défaites consécutives. Avec le pointage égal 3-3, Rantanen a touché la cible 2 fois en un peu moins de 4 minutes. Le Finlandais a également participé au filet de Valérie Nichushkin. La Canadienne Alison Jackson remporte la 2e étape de la Vuelta. L'Albertaine Alison Jackson a profité d'un final chaotique pour remporter la 2e étape de la Vuelta féminine au sprint à Moncapha lundi. Elle était survoltée après le passage du fil d'arrivée et a rapidement déposé son vélo contre une clôture pour sauter dans les bras de sa coéquipière Kristen Faulkner qui venait de la conduire à la victoire. Les Oilers rentrent à la maison avec une avance de 3-1. Les Oilers ont été timides en attaque. Ils n'ont obtenu que 13 tirs et n'ont marqué qu'un seul but, mais cela a été suffisant pour remporter le match 1-0 dimanche à Los Angeles. Edmonton a maintenant les devants 3-1 dans la série et pourrait éliminer les Kings mercredi à domicile. Le seul but du match a été inscrit lors du 2e tiers. Pour une 8e fois depuis le début de la série, les Oilers ont touché la cible lors d'une supériorité numérique. Evan Bouchard a récolté un 6e point en série en inscrivant son premier but. Leon Draisaitl et Connor McDavid ont été ses complices. Stuart Skinner a été intransigeant devant le filet avec une performance de 33 arrêts pour récolter le premier jeu blanc de sa carrière en séries éliminatoires. Les Prédateurs n'ont pas dit leur dernier mot dans la série contre les Canucks de Vancouver. Les Prédateurs de Nashville ont gardé leur saison en vie avec une victoire de 2-1 contre les Canucks lors du 5e match de leur série de premier tour mardi à Vancouver. Roman Josi et Alexandre Carrier ont marqué pour les Prédateurs qui ont réduit l'écart 3-2 dans la série. Le 6e match sera présenté vendredi soir à Nashville.
FIFA 2026, les coûts d'organisation auraient doublé pour Vancouver. Les coûts pour la tenue des 7 matchs de la Coupe du monde de la FIFA à Vancouver en 2026 seraient estimés entre 483 et 581 millions de dollars selon une mise à jour dévoilée mardi. Le gouvernement provincial se dit toutefois persuadé qu'en raison des bénéfices engrangés estimés entre 383 et 436 millions de dollars, les coûts nets s'élèveront entre 100 et 145 millions de dollars. Dans ces calculs, Victoria a mise entre autres sur une contribution du fédéral à la hauteur de 116 millions de dollars et sur les revenus tirés de la taxe spéciale sur les nuitées à Vancouver qui devrait rapporter 230 millions de dollars. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.